Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Merci, ça me donne de la force. Bon sens pratique, sens économique, sens au travail, sens et l'intelligence artificielle, sens critique, sens de la vie. Le sens est comme une étagère dont nous explorons quotidiennement les rayonnages à portée de main en tant qu'humains, parents, entrepreneurs pragmatiques. C'est avec cette brève introduction, cette forme de teaser en français dans le terme, que nous vous avons suggéré de nous rejoindre ce soir. Et force est de constater, en observant cette salle comble, que nous avons réussi à vous titiller, ou alors c'est grâce à la notoriété, au talent et aux nombreuses compétences de nos orateurs, ou alors les deux. L'existence a-t-elle un sens ? Qu'est-ce que le sens de la vie ? Qu'est-ce qu'une vie qui a du sens ? La question du sens joue un rôle discret mais crucial dans la vie de tous les jours. Discret car il est rare que l'on aborde la question de façon explicite au quotidien. Crucial car l'idée que nous nous faisons du sens que doit avoir notre vie oriente nos actions. Chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir et au nom de l'ensemble du comité de Forum 360 que je vous souhaite une très cordiale bienvenue à cette 17e édition et vous remercie toutes et tous d'avoir répondu une fois encore en grand nombre à notre invitation. Votre intérêt, votre présence et votre fidélité sont d'autant d'éléments qui donnent à cette magnifique équipe du comité l'envie et le plaisir de remettre l'ouvrage sur le métier sans relâche, année après année, avec comme seul objectif de vous offrir un moment de partage, de découverte et d'échange dans un cadre magnifique. Cette année encore, nous pouvons nous considérer comme des grands privilégiés puisque nous avons la chance de recevoir des orateurs de renom qui ont accepté, j'ose le dire, avec plaisir, de partager cette soirée en notre compagnie. En l'absence de notre fidèle maître de cérémonie, David Berger, qui regrette de ne pas être parmi nous, j'ai la lourde tâche de vous présenter nos deux conférenciers. David Perroux, écrivain suisse, auteur de plusieurs best-sellers et cofondateur d'un institut d'études comportementales à l'échelle mondiale. Ses ouvrages explorent des thèmes mystiques et psychologiques, mêlant suspense et spiritualité. Marqués par la quête du sens, ses romans interrogent sur la nature humaine et les mystères de la vie. Dans son dernier essai, « Devenez génial à l'ère où les machines deviennent intelligentes », il aborde le défi d'élever la conscience humaine face à l'intelligence artificielle. Harry Roselmack, journaliste et animateur français de télévision. Après ses débuts à Radio France et France 3, il présente le JT de TF1, où il marque les esprits par son charisme et son professionnalisme. Facette moins connue du public, il est également réalisateur et écrivain. Il a signé plusieurs documentaires et essais qui explorent notamment des thèmes sociétaux, philosophiques et identitaires. Ses derniers ouvrages sont « Il n'est pas trop tard pour naître », une enquête sur l'univers et le sens de la vie, et « Dieu, la source et l'univers philosophal », un livre de sagesse lumineux et inspirant. L'existence a-t-elle un sens ? Une question vertigineuse, mais finalement, quel intérêt avons-nous de nous la poser ? Suis-je plus heureux si je connais le sens de mon existence ? En faisant le choix de cette thématique, qui nous semble très actuelle, nous sommes conscients d'avoir pris un risque. Mais n'est-ce pas là le sens de l'existence de notre association ? Vous remercier, mesdames et messieurs, remercier nos orateurs et les membres du comité est absolument nécessaire. Mais que dire à nos différents partenaires ? Chaque année, je le répète, le redis, insiste sur le fait que sans eux, rien ne serait possible. Nous avons la chance et l'immense privilège, dans une situation économique
mouvementée, de pouvoir compter sur des partenaires fidèles qui, grâce à leur rapport, nous permettent de nous offrir une telle manifestation, j'ose le dire et l'affirmer, de qualité. Je pense notamment aux partenaires Forum 360, aux partenaires de l'édition 2024, aux partenaires fournisseurs, ainsi qu'aux partenaires médias. Merci infiniment à eux pour leur soutien, leur confiance et leur fidélité. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'inviter sur scène et sous vos applaudissements nos deux conférenciers David Perroux et Harry Roselmack. Merci. Merci. Salut à tous. Cher Harry, Je m'appelle Audrey. Yannico ne m'a pas présenté. Il ne voit peut-être pas l'invisible. Je vais énoncer quelques questions de nos invités, récoltées sur la plateforme de Forum 360. Elles sont trop nombreuses pour pouvoir toutes les poser. Je serai aussi la gardienne du temps de ces deux beaux mecs qui partent dans les étoiles. Il faudra bien une âme féminine pour les faire revenir. Alors à vous, Harry et David, de nous enrichir de vos expériences afin de savoir si notre existence a-t-elle un sens ? Ok, Audrey. cher Merci, Harry, Yannico. cher David, toutes mes excuses Audrey, je me considère comme quelqu'un de très cartésien et rationnel, on en a parlé ce matin. Et c'est certainement aussi pour cela que je me réjouis de vous entendre. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette 17e édition. La scène est à vous. Belle soirée à vous toutes et tous, et encore merci pour votre présence. Merci Yannico, merci à Forum 360 de nous avoir invités. C'est cool de se retrouver sur une scène avec toi, David. Ouais, ça fait plaisir. Hein Ça On l'a fait une plaisir. première fois à Morges il y a quelques mois. Ouais. Ça a tellement bien marché qu'on nous a demandé de reproduire à nouveau. Ben, je crois que Michel Voilà. était dans la salle à Morges, donc voilà, c'est pour ça qu'on est là, mais on est très heureux. Et pour vous expliquer un peu pourquoi on est là aujourd'hui, Harry m'avait contacté, tu m'avais entendu dans un podcast, c'est ça? Exactement, Un podcast Métamorphose. que j'avais fait, Métamorphose, où j'expliquais une de mes passions, ou ma grande passion, qui est les études, les sciences noétiques. Donc les sciences noétiques, ce sont les sciences qui s'occupent de la conscience. Et j'avais expliqué ce que je savais sur la conscience durant ce podcast. Et Harry m'avait dit, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Chose qui m'est arrivée, c'était la première fois de ma vie que j'écoutais un podcast. Et j'ai été tellement tellement ébloui par l'écoute d'un podcast que j'ai décidé de contacter la personne qui parlait dans ce podcast. Et donc sur Instagram, je t'ai envoyé un message. Exactement. Et puis ensuite, alors moi je ne regarde pas la télé, et encore moins la télé française, donc j'ai dû googler qui était Harry. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est une célébrité. Est-ce que j'ose aller le rencontrer? On se serait rencontré à Paris. On aurait dû faire un lunch rapide, mais je crois qu'ils ont dû nous chasser parce que c'était l'heure du dîner, donc ils devaient préparer le dîner. On a passé l'après-midi vraiment à parler de nos sujets, et on s'est rendu compte au fait que les deux choses que l'on étudiait, Harry et moi, avaient pas mal de points communs. Et c'est ces points communs qu'on avait décidé de partager en public à Morges, et qu'on va refaire aujourd'hui. Alors on va faire un exercice, ça va se passer comme ça. Je vais commencer par interviewer Harry. Alors c'est un peu le monde à l'envers. Moi je suis écrivain, je n'ai pas l'habitude de parler, et je vais interviewer l'intervieweur. Mais on est obligé de commencer comme ça parce qu'en fait, ce qui passionne Harry est une chose qu'il est important de comprendre pour vous avant de parler de ce qui me passionne. En gros, on va parler de cosmogonie avant de parler donc, du sens de la vie, du sens de l'existence au terme très large, avant de revenir sur mon sujet de passion, de prédilection, qui est la conscience, qui nous concerne plus personnellement. Enfin, ce sera très nuancé, vous allez voir. Donc on va commencer comme ça, puis on va arriver à un moment où il y a une convergence entre nos deux thèmes, où vraiment, vous verrez, là, on va débattre ensemble. Et puis après, ce sera le Là, je vais concret. reprendre ma place, Voilà. je vais poser des questions. Ce sera Et il va y beaucoup répondre. plus naturel. Donc, voilà, il y aura deux parties comme ça. Pour commencer,
j'aimerais juste reparler un peu de tes livres. Donc, Harry, quand je l'ai rencontré à Paris, Harry avait le manuscrit de « Il n'est pas trop tard pour naître ». Et puis, il me l'a fait lire et j'ai trouvé ce livre absolument génial et je vous le conseille vraiment. C'est un livre qui approfondit. Donc, c'est vraiment un livre qui va, et vous allez vous en rendre compte tout à l'heure quand il va en parler, qui va chercher loin le sens de l'existence. Et quand j'ai lu ce manuscrit, j'ai proposé à Harry qui me rejoigne chez Jouvence, donc on est le même éditeur, et Harry a accepté. Jouvence a aussi beaucoup aimé ton manuscrit, et on a le plaisir d'être édité au même endroit. Et puis ensuite, le livre est paru en poche, donc ces deux livres, c'est les mêmes, et après Harry vient de sortir Dieu, la source et l'univers philosophal, qui est un véritable guide de vie. Et ça, je vous le conseille vraiment. Selon le niveau de complexité que vous aimez, le deuxième, donc Dieu, la source et l'univers philosophal, est un livre très très facile d'accès. Et puis, il n'est pas trop tard pour naître, très bien expliqué, mais il va plus profondément. David vend super bien mes bouquins. Je suis Voilà. ravi de faire ce genre de conférence parce que voilà, c'est un super vendeur. J'adore. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, merci. Non, on a commencé, je ne sais pas si vous êtes ceux qui ont reconnu le générique de The Big Bang Theory tout au début. En fait, la théorie du Big Bang, c'est quelque chose d'assez connu. Vous la connaissez peut-être pas tous, mais c'est quelque chose d'assez connu, que la science maîtrise bien. On peut montrer qu'à partir, si on remonte le temps en arrière, comme l'univers est en expansion, si on fait le contraire, si on remonte le temps sur 13,8 milliards d'années, sauf erreur, on arrive à ce fameux Big Bang, cette explosion initiale. Et tout ce qui se passe, que vous avez vu en accéléré dans le petit clip de The Big Bang Theory, tout ce qui se passe depuis l'explosion initiale jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'apparition de la vie sur Terre, jusqu'à l'apparition d'êtres plus ou moins intelligents comme vous et nous, Enfin, plus ou moins ouais, intelligent. c'est ce que je voulais dire. Hein. Bien sûr. Qui se pose la question, l'existence a-t-elle un sens? Tout ça, on l'explique très bien avec la science actuelle. Et Harry, toi, t'aimes aller au-delà. T'aimes aller à l'avant Big Bang. Oui, je vais aller à l'avant Big Bang. C'est ça, en fait, le titre de ton livre en version poche, une cosmogonie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est d'aller voir là où la science ne voit plus. Oui, alors, et c'est bien de définir les termes parce qu'on va aborder des sujets qui font un peu peur, qui donnent un peu le vertige. Tout à l'heure, Yannico se demandait est-ce qu'il y a un intérêt à se poser ce genre de questions. Et alors, oui, il y a un intérêt, j'espère qu'on vous le fera partager. Et c'est bien effectivement de définir les termes, à commencer effectivement par la cosmogonie. Alors, qu'est-ce qu'une cosmogonie? Une cosmogonie, c'est une histoire de l'univers. Il y a différents types de cosmogonies. Il y a des cosmogonies religieuses. La Genèse est une cosmogonie. Il y a des cosmogonies mythologiques. Et il y a ce que je fais, des cosmogonies métaphysiques. Alors, la cosmogonie métaphysique, elle a pour particularité, par rapport aux deux premières, d'utiliser le raisonnement. La métaphysique, c'est un raisonnement qui utilise la logique, qui est quelque chose que nous partageons tous. Et l'intérêt que ça a, c'est que les propositions que je vais vous livrer, elles devront être soumises à la moulinette de votre sens logique. Et c'est en ça que c'est intéressant. La métaphysique en 2024, par exemple, elle ne doit pas contrarier les résultats de la science, les conclusions de la science. La science, c'est quelque chose de robuste, qu'on fabrique avec des outils que notre intelligence logique a permis de mettre en place, les mathématiques, les expériences et l'observation. Ces conclusions, elles ne peuvent pas être contrariées par on appelle ça un édit métaphysique, mais par une conclusion métaphysique. Alors, l'avantage quand même de la métaphysique par rapport à la science, c'est que la science, elle a un champ d'exploration de l'histoire de l'univers qui est limité, entre guillemets. Quand je dis limité, entre guillemets, c'est que c'est quand même 13,8 milliards d'années. C'est énorme. Et comme tu l'as dit, David, à partir d'un moment qui s'appelle le mur de Planck, qui est très proche
de ce moment initial de notre bulle d'univers qu'on appelle le Big Bang, à partir du mur de Planck, grâce à la science, on connaît de façon très précise comment l'information s'est organisée en systèmes de plus en plus complexes pour créer les premiers atomes, puis les atomes les plus complexes, puis les systèmes, les nuages stellaires dans lesquels se sont formées les étoiles, puis les planètes autour des étoiles, puis la vie plus complexe. Tout ça, on le sait très bien grâce à la science. Mais en amont, avant ce mur de Planck, la science, elle ne fonctionne pas parce que les équations, les mathématiques, qui sont l'un des outils privilégiés des scientifiques, qui permettent d'inférer l'existence de particules avant même qu'on les observe, ça a été le cas de plusieurs types de particules, ça a été le cas aussi d'ailleurs même de cette théorie du Big Bang, qui a été trouvée d'abord par des astrophysiciens, l'astrophysicien russe Friedman et le chanoine belge l'abbé Lemaître, qui ont, une expérience de pensée. C'était une expérience de pensée en partant de la fameuse relativité générale, géniale relativité générale d'Einstein. C'est eux qui se sont dit, effectivement, cette relativité générale, elle implique que l'univers ne soit pas stationnaire, que l'univers soit dynamique, et que donc, s'il est en expansion aujourd'hui, si on remonte en arrière, il y a un moment où toute l'information de l'univers et son énergie se retrouvent en un point. Et donc, cette façon de penser les choses sur le plan de la science, elle s'arrête au mur de Planck. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de penser l'histoire du monde? On est un certain nombre à dire que non. Et la métaphysique, elle permet, en utilisant la logique, d'aller un peu plus en amont et de mettre en place des hypothèses. Alors, c'est une autre chose qu'il faut se dire entre nous, là, c'est que tout ce que je vais dire, évidemment, doit être argumentable et ce n'est pas forcément la vérité. L'hypothèse scientifique est aussi une hypothèse, c'est-à-dire que l'inverse est possible et que l'hypothèse scientifique, elle est posée à l'instant T et peut-être qu'elle variera un jour. Alors, il y a des hypothèses plus ou moins robustes, je le disais tout à l'heure, les hypothèses scientifiques sont très robustes. Les hypothèses métaphysiques sont moins robustes parce qu'elles ne sont pas démontrables. On n'est plus dans le démontrable, on est dans l'argumentable. Mais je prendrai un exemple pour dire qu'une vérité argumentable est une vérité qui a son pouvoir d'entraînement et qui peut permettre de prendre des décisions. En justice, quand vous avez un procès, vous avez un accusé, vous avez des victimes, et vous avez des avocats et des juges qui vont décider du sort de l'accusé et de la réparation faite aux victimes. Personne n'était là. La vérité qui va être établie à l'issue d'un procès, c'est une vérité qui, à 90%, est une vérité argumentable. C'est tout le sens du plaidoyer. On argumente l'hypothèse la plus crédible. Soit cette personne est très probablement coupable, soit cette personne est très probablement innocente. C'est ce qui décide de la condamnation ou de la relaxe. Et donc, les vérités argumentables, elles ont quand même un poids. Elles n'ont pas le poids des vérités scientifiques, il faut le dire, c'est clair. Et c'est pour ça que la vérité métaphysique ne peut pas contrarier les conclusions de la science. Néanmoins, l'esprit humain et cette logique qui est la nôtre nous permettent d'aller chercher l'origine radicale de l'existence. Et c'est ce qu'on essaie de faire en métaphysique. La dernière chose que je voudrais dire avant qu'on passe à la suite, c'est que pour commencer à répondre un tout petit peu à la question « est-ce que c'est légitime de le faire ?» Je pense que c'est légitime de le faire. Pourquoi? Parce que l'univers, c'est un processus qui, par complexification de l'information qui le compose, a fini par nous créer nous. C'est-à-dire que l'univers, ce n'est pas juste un truc énorme au-dessus de nos têtes, c'est un processus dont on fait partie. L'être humain, il fait partie de l'univers, il fait partie de cette histoire de l'information qui s'est complexifiée, qui a donné de la matière vivante, et de la matière vivante est plus ou moins intelligente que nous sommes. Et donc, puisque c'est notre matrice, évidemment, en tant qu'être humain, qui a une légitimité à se questionner sur l'existence, à se questionner sur ce processus, et en plus, vous allez voir qu'on y trouve des choses, des règles, des principes directeurs
qui sont très importants, qu'il est très important pour nous de savoir, tout en sachant qu'ensuite, on a toujours la liberté de faire comme on veut. Mais la nature, l'univers, nous prescrivent des choses, et c'est bien de le savoir. Et je pense qu'on va se rendre compte durant cette heure et demie ensemble à quel point tout est intriqué, tout est imbriqué. Exactement. Et que ce n'est pas parce qu'on est une petite pièce de l'univers que le reste ne nous concerne pas. Mais Harry, là, tu nous as mis l'eau à la bouche, donc on a hâte de passer le mur de Planck. Est-ce que derrière le mur de Planck, il n'y a rien, il y a le néant? Alors, ça c'est la première question que se pose le métaphysicien, c'est quid du tout début, et est-ce que on peut considérer qu'avant le Big Bang, qu'avant cette singularité, il y avait le néant? D'abord, est-ce que je rappelle que la singularité, c'est toute l'information qui fait le gigantesque univers qu'on a aujourd'hui, qu'on observe sur des milliards d'années-lumière, toute cette information et toute cette énergie en un seul point. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer, c'est impensable. C'est énormément d'énergie, énormément d'informations en un seul point. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mathématiques, par exemple, ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a trop d'informations et trop d'énergie pour que cet outil, qui est pourtant un outil super robuste, arrive à donner des résultats. Toutes les équations, au-delà du mur de Planck, elles donnent quelque chose qui s'appelle l'infini et on n'arrive pas à interpréter. Donc, est-ce qu'il est possible que ce point apparaisse comme ça de nulle part? Eh bien, la métaphysique, donc encore une fois cette exploration logique de l'existence, qui est une branche d'ailleurs de la philosophie, la métaphysique a une réponse très claire là-dessus. Et la réponse, elle est que parmi les concepts qui sont les nôtres, avec lesquels on pense, le néant est le seul qui pose un vrai problème. Parce que le néant, en vérité, c'est un non-concept. On a conceptualisé quelque chose qui n'est pas conceptualisable, parce que le néant, c'est l'absence totale d'information. Et en voulant penser le néant, on essaie de mettre de l'information sur quelque chose qui n'est pas censé en avoir. Et donc le néant, il a cette particularité parmi tous les concepts avec lesquels on pense, c'est que c'est le seul truc, en fait, qui n'existe pas, par définition, mais sur lequel on n'aurait même pas dû poser un mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'existence, qui est l'alternative au néant, parce que l'alternative au néant, à l'absence d'information, c'est la présence d'information qui caractérise donc l'existence. Tous les existants sont caractérisés par l'information qui les compose. Si je veux vous convaincre qu'un truc existe, mais que je suis incapable de vous donner la moindre information sur ce truc, vous serez en mesure de me dire, je veux bien te croire, mais je ne suis pas obligé, tu ne me donnes aucune information. L'information caractérise l'existence. Et donc, si le néant est un non-concept, qu'est-ce qui peut limiter l'existence? Rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'existence a toujours été. Il y a toujours eu de l'existence. L'existence n'a pas de limite. Il n'y a rien qui puisse être une alternative à l'existence ou qui puisse limiter l'existence. Et de fait, dans l'espace, il ne peut pas y avoir un endroit sans information et un endroit avec information. À partir du moment où il y a une information, il n'y a plus d'endroit sans information dans un champ. Et dans le temps, ça c'est quelque chose sur lequel tous les gens qui ont pensé la philosophie et la métaphysique sont d'accord, une information ne peut pas surgir d'un espace sans information. C'est-à-dire que le néant ne peut pas accoucher de l'existence. Donc c'est soit le néant, soit l'existence. Donc Harry, si je comprends bien, le fait qu'on existe prouve que le néant n'a jamais existé. Exactement. Puisque nous existons, et qu'on se pose la question, ce genre de question, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de néant, et que le néant c'est quelque chose qui fait peur à l'esprit humain, parce qu'on se dit c'est un grand vide sans rien, mais ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de néant. En revanche, il y a eu de l'information sous une forme très différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, parce que qu'est-ce que c'est que l'univers ou l'espace-temps? C'est de l'information, alors qui est déterminée, qui est manifestée, et surtout, ce qui caractérise ce processus, c'est qu'elle est en changement d'état. C'est-à-dire que l'information qui fait l'univers, elle change d'état depuis le début de l'espace-temps.
Et ça veut dire qu'il y a un moment où l'information n'était pas en changement d'état. L'information, elle était stationnaire, sans changement d'état. Elle n'était pas déterminée, donc elle était probabiliste. Et ce qui s'est passé à un moment, c'est que cette information a été associée à autre chose, qui l'a manifestée et qui l'a mise en changement d'état. Et cette autre chose, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire de l'histoire de l'information, il y a eu l'introduction d'énergie, et cette énergie, elle a permis de manifester l'information et de créer ce processus univers. Et c'est là que l'espace-temps a commencé. Le temps a commencé, on va reparler du temps, mais le temps a commencé quand de l'énergie associée à l'information a permis à cette information de changer d'état. Le temps, c'est la mesure du changement d'état informationnel. Quand on avait mangé ensemble à Paris, tu m'avais expliqué ça et je trouve que la première fois qu'on l'entend, c'est assez difficile à saisir. Cette énergie, cette information qui est là, stationnaire et qui ne bouge pas. Et tu m'avais expliqué, tu m'avais donné l'analogie d'un DVD. Tu es d'accord Bien sûr. de reparler de ça? Alors, c'est beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a parlé. C'est effectivement très parlant. C'est les frères Bogdanov, entre parenthèses, qui m'ont communiqué cette métaphore que je trouve très à propos et qui permet de comprendre. Vous voulez regarder un film, et vous avez encore, parce que vous êtes un peu old school comme moi, des DVD. Vous voulez regarder un film, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le DVD, vous le mettez dans le lecteur de DVD. Quand vous faites ça, vous introduisez un support sur lequel il y a de l'information dans le monde de l'énergie. Parce que le DVD, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un laser sur le disque, sur le support, qui va lire les informations du disque. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous voyez sur votre poste? Vous voyez une histoire avec un début, une fin, des personnages qui vivent des choses plus ou moins plaisantes. Et à la fin du film, vous avez vu cette histoire, vous appuyez sur le bouton éjecte et vous récupérez votre DVD. Qu'est-ce que vous récupérez? Vous récupérez toute l'information que vous avez vue sur votre écran. Donc vous récupérez l'histoire de ce film, plus les versions en chinois, en portugais, en anglais, plus le making-of, bref, toute l'information, elle est dans votre main, elle n'est plus dans le temps, puisqu'elle n'est plus associée à l'énergie du lecteur de DVD. L'information, elle est tout entière dans votre main. Eh bien, ce que j'explique avec cet état d'information non manifesté et en non-changement d'état, c'est un petit peu la même chose, sans le support DVD évidemment, mais à un moment, effectivement, il y a de l'énergie qui a permis de lire une partie de cette information qui était déjà là, et qui était là de tout temps, parce que ce qu'il faut dire, et l'intérêt aussi de cette notion d'information sans changement d'état, c'est que si elle est là de tout temps. Si elle n'est pas là, elle ne sera jamais là, mais si elle est là et qu'elle ne change pas d'état, elle est là de tout temps. Donc elle est éternelle. Ça répond à la question, mais qu'est-ce qu'il y a au début? Au début, il y avait de l'information sans changement d'état, qui, avec l'introduction d'énergie, est entrée dans un processus univers et qui a donné la bulle d'univers qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est le tout début. C'est-à-dire de l'énergie, de l'information sans énergie, c'est vraiment le tout début. Et ça a été là pour un temps qui n'est pas calculable, vu qu'information sans énergie, si je t'ai bien compris, égale absence de temps. Absence de temps. Donc il y a cette information qui flotte quelque part. Il y a cette source informationnelle qui est là, de tout temps, qui n'est pas manifestée, mais qui est là, qui existe. Puis un jour... Et un jour, il s'est passé un truc. Donc c'est ça qu'on appelle le moment de la création. On rentre dans des choses de plus en plus spéculatives, hein, je vous le dis tout de suite. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne et qu'on essaye d'imaginer, mais toujours avec ce fond logique, on est quand même dans des choses qui sont plus spéculatives. Mais on peut se dire très clairement que si de tout temps l'information existait sans changement d'état et sous forme probabiliste, et qu'à un moment, il s'est passé un truc qui a fait qu'une partie de cette information est entrée dans le temps et l'espace pour se manifester, c'est qu'il s'est passé un truc. C'est qu'il y a eu en fait, cette information un acte de création. Était plus contente, était plus satisfaite d'être information. Et donc, effectivement, on peut tout à fait considérer que cette source informationnelle a eu un désir
qui a provoqué un changement d'état. Parce que le changement est forcément lié au désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de changement. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que cette source informationnelle a eu un désir qui a permis de changer d'état. Quand on dit ça, mais je pense que c'est une question qui va revenir un peu plus tard, mais tout de suite, je préfère éteindre l'incendie qui est en train de s'allumer dans vos cerveaux. Qu'on dise qu'une source informationnelle a un désir, ça a l'air débile. Je sais, je peux comprendre. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous faisons partie de l'univers. Nous nous considérons comme étant intelligents. Donc rien qu'à ce titre, l'univers est intelligent. Puisque si nous nous considérons comme intelligents et que nous faisons partie de l'univers est donc intelligent. Il y a toute une réflexion à avoir dans laquelle on ne va pas rentrer ce soir parce que ce serait un petit peu long, mais on peut prendre une petite idée, une métaphore, parce que j'aime bien les métaphores. Mais il est très peu probable que l'intelligence dont nous disposons soit le fruit d'un processus aléatoire. Parce que c'est ce que défendent plus ou moins les matérialistes. Ils parlent d'aléatoire, ils parlent de la nécessité, ils disent que c'est la nécessité naturelle qui a fait l'intelligence. Il est très peu probable que l'intelligence dont nous sommes les dépositaires aujourd'hui ne soit pas issue d'une intelligence elle-même, et une intelligence extérieure à nous et antérieure à nous. Si vous prenez une voiture, vous démontez une voiture, toutes les pièces de la voiture, vous mettez toutes les pièces dans un gigantesque tambour comme un lave-linge, un gigantesque. Vous tournez ce tambour pendant 10 millions d'années, je peux vous assurer qu'à chaque fois que vous allez ouvrir la porte du tambour, même si vous l'ouvrez tous les ans, jamais il y aura une voiture qui va sortir du tambour. C'est impossible. Et donc, considérer que quelque chose d'aussi complexe que la vie, et que la vie intelligente, puisse être lié à un processus aléatoire, ça ne tient pas vraiment la route. Mais d'ailleurs, Roger Penrose, que nous admirons les deux, un grand mathématicien anglais, prix Nobel, l'a démontré mathématiquement. Il a démontré que la probabilité que l'intelligence, que la vie soit apparue sur Terre par hasard est de 1 sur 10 à la puissance 123. Donc 10, vous rajoutez 123 zéros, donc c'est 1 divisé par 10, auquel vous rajoutez 123 zéros, c'est une impossibilité mathématique. Et donc, l'hypothèse qui est la mienne, qui n'engage que moi, mais que je peux argumenter, c'est que cette source informationnelle intelligente a eu un désir qui lui a fait enfanter autre chose qu'elle-même. Parce qu'il faut bien se dire que ce champ informationnel ne connaissait pas l'altérité. Il n'y avait que ça. Et donc, pour connaître l'altérité, il a, par un acte d'observation, introduit de l'énergie dans une partie de lui-même pour manifester de l'information. Alors, je vais demander à Audrey de nous montrer quelque chose que je me suis amusé à faire avec un ami et qui est dans cet ouvrage, qui est dans le deuxième, là, Dieu, la source et l'univers philosophal. Je me suis amusé, alors il faut le prendre vraiment avec beaucoup de recul, hein, ce sont des images, on va dire, d'artistes, avec un ami qui est artiste. Je me suis amusé à imaginer comment on pourrait illustrer cette cosmogonie métaphysique, cet acte de création. Et donc, l'idée, c'est que un ensemble infini, éternel, d'informations non manifestées, par l'observation, manifeste un certain nombre de cette observation. On va continuer à dérouler, et cela donne un ensemble informationnel manifesté qui évolue dans le temps en contraction et qui permet un certain nombre, les points blancs que vous voyez là moi j'appelle ça l'univers initial, les points blancs que vous voyez dans l'univers initial, c'est quelque chose qui est prévu par la physique, qu'on ne connaît pas, hein, qu'on n'a jamais observé, mais qui sont des trous blancs. Les trous blancs, c'est l'inverse des trous noirs. C'est ce sont des Big Bang en fait. Notre Big Bang serait un trou blanc, c'est-à-dire que c'est une singularité qui se fait par effectivement la concentration d'informations et d'énergie et qui, dans une autre dimension, rejaillit et redistribue cette information et cette énergie. Et donc, un des scénarios argumentables qui n'est probablement pas le vrai, mais qui n'est pas plus faux qu'une genèse biblique ou qu'un autre scénario, parce que celle-ci peut être argumentée, c'est qu'effectivement, il y a eu, à un moment, avant le Big Bang,
un autre processus, parce que la singularité qui fait le Big Bang, elle n'a pas pu apparaître comme ça de façon magique. Il y a eu un autre processus qui a concentré de l'information et de l'énergie pour ensuite créer ce trou blanc. Et dans l'un de ces innombrables trous blancs, il y a notre Big Bang à nous, qui nous a fait nous. Et donc cette hypothèse de métaphysique, c'est une hypothèse de multivers. On peut aller d'ailleurs à la slide d'après. C'est une hypothèse de multivers dans lequel l'un de ces trous blancs est notre Big Bang à nous. Donc voilà un petit peu le scénario qu'on peut dessiner. Alors là, j'ai beaucoup résumé les choses, mais c'est expliqué de façon beaucoup plus posée, concrète, argumentée dans le livre, mais on peut effectivement aboutir à ce genre de genèse, à ce genre de cosmogonie métaphysique. Du coup, cet état informationnel qui décide le changement, est-ce qu'on peut l'appeler Dieu? On peut l'appeler Dieu, en tout cas c'est le nom qu'on lui donne communément à ce principe créateur de l'univers. Et donc oui, moi j'ai pas eu peur de l'appeler Dieu. C'est vrai qu'on a eu le débat avec mon éditrice, est-ce qu'on met Dieu sur la couverture ou pas? Et on s'est rendu compte que l'occurrence du mot Dieu dans mon livre était très fréquente. Et donc, oui, j'assume le fait que Dieu est ce qui, en la source, le champ informationnel dont je parlais, qui est le champ informationnel premier, je l'appelle la source, et Dieu est ce qui, en la source, a décidé de cet acte de création et l'a provoqué évidemment avec une finalité, avec un but, avec un dessein dont on parlera tout à l'heure, mais qui l'a provoqué et qui a mis un certain nombre de principes qui sont nos lois fondamentales, qui a mis en place un certain nombre de principes pour conduire l'évolution de ce processus univers. Et donc effectivement, pour moi, Dieu, c'est un peu comme le cerveau de nos corps. C'est-à-dire que nos corps, sans notre cerveau, ils seraient inanimés. La seule chose qui fait que nos corps se mettent en mouvement, c'est notre cerveau. Là, pour moi, Dieu, c'est un peu comme le cerveau de la source. La source, elle est inerte, elle n'a pas de volonté propre. Ce qui a une volonté en la source, c'est son cerveau, entre guillemets, c'est Dieu, et c'est Dieu qui a initié ce changement par rapport à un projet qu'est le sien. Pour vouloir initier un changement, quand on est un état informationnel comme ça, pour pouvoir initier un changement, c'est qu'on veut une amélioration, non? Pourquoi changer quelque chose qui est parfait? Ben justement, le principe de perfection est interrogé dans le livre. Et moi, j'ai l'habitude de dire, alors souvent dans les religions, on dit que Dieu est la perfection. Ben moi, j'ose dire que Dieu est en quête de perfection. Et cette quête de perfection, il l'a voulu en vivant une expérience qui lui permette, et ça c'est encore quelque chose que j'assume, qui lui permette de ressentir l'amour. Parce que, évidemment, quand vous êtes le seul existant, quand il n'y a pas d'altérité, c'est très compliqué d'aimer. Alors, on peut s'aimer soi-même, on sait faire aussi, mais le véritable amour inclut forcément une altérité. Et pour moi, l'un des éléments, parce que parfois, dans nos comportements, nous-mêmes, on intègre des choses sans s'en rendre compte, sans en être conscient, mais qui donnent une dimension à certains concepts. Et le sentiment, l'émotion, le concept d'amour, vous remarquerez que c'est le seul que aucun d'entre vous n'interrogera jamais. Si vous rencontrez quelqu'un qui est triste, vous lui demandez pourquoi il est triste. Si vous rencontrez quelqu'un qui est joyeux, vous lui demanderez pourquoi il est joyeux. Si vous avez quelqu'un qui a peur et qui vient vers vous, vous lui demandez pourquoi il a peur. Si vous rencontrez quelqu'un qui est amoureux, si vous êtes curieux, vous allez lui demander de qui il est amoureux. Mais vous n'allez jamais demander à quelqu'un pourquoi il est amoureux. Parce que c'est quelque chose, c'est une émotion première, transcendante, et il ne viendra à l'esprit de personne d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un est amoureux. On est amoureux parce que c'est comme ça. Et moi, je pense que c'est parce que l'amour est l'une des raisons, sans doute la raison d'être principale, de cette création, de ce processus qui nous a fait. Et donc, effectivement, pour moi, la création est un acte d'amour, d'un champ informationnel intelligent,
qui a voulu expérimenter cet amour, et donc qui est en recherche quelque part de perfection. Et c'est là où la chose est intéressante, et c'est là où elle nous intègre, nous. Parce que si ce scénario est vrai, encore une fois je l'argumente, mais je vous laisse la liberté de le rejeter ou de l'accepter, si ce scénario est vrai, l'être humain intelligent, il a quelque chose de très particulier aux yeux de ce principe créateur, c'est qu'il est libre. Et il a la liberté de faire des choix, il a la liberté de croire en ce principe créateur ou de ne pas y croire, il a la liberté d'accorder cet amour ou de ne pas accorder cet amour. Or, un amour consenti et un amour accordé a beaucoup plus de valeur qu'un amour qui n'a pas le choix de ne pas être. Moi, je regarde toujours avec tendresse les maîtres avec leurs chiens, et je trouve ça très beau, l'amour que donne à son maître un chien. Mais en vérité, le chien, si vous le traitez bien, il n'y a aucune raison pour qu'il ne vous donne pas cet amour. Donc, c'est un amour qui a une valeur, mais qui a une valeur relative. L'amour d'un être humain, ce n'est pas la même chose. Un être humain, il peut décider, pour des raisons qui lui appartiennent, de ne pas rendre l'amour que vous lui donnez et de choisir de ne pas vous aimer. Et je pense que cet amour et que l'expression de cet amour est pour moi d'une importance capitale aux yeux de ce principe créateur. Et c'est pour ça que nous, si petits soyons-nous, si fragiles soyons-nous, par rapport à ce vaste univers, on a un rôle capital dans toute cette histoire. On a un rôle important. Et c'est bien d'en prendre conscience, ensuite de choisir, de s'y conformer, d'y répondre ou de ne pas y répondre. Mais je trouve que c'est bien d'avoir cette notion-là en tête et de se dire qu'on est important. Même si on est tout petit, on est important. Et donc un Dieu imparfait qui cherche à se faire aimer, on est quand même assez loin de l'histoire des religions. Oui, la construction, encore une fois, intellectuelle, par le biais du raisonnement, sans rejeter l'intuition, hein, et on en parlera tout à l'heure, mais ma métaphysique ne rejette pas du tout l'intuition. Quand j'ai écrit ce livre, il y a certains moments où j'ai eu l'impression d'être habité par de l'information qui n'est pas de l'information raisonnée, qui n'est pas de l'information réfléchie, mais j'ai fait attention, et surtout dans le premier, à faire cohabiter les deux, parce que le premier livre s'appuie beaucoup sur la science, le deuxième est beaucoup plus métaphysique, où là je dis que le travail a été fait, que le pont entre l'argumentation la science a été fait. Et la philosophie métaphysique s'est fait, mais effectivement, moi je pense que les religions, et toutes les religions, disent des vérités profondes, parce qu'il y a au départ de ces religions, il y a des gens qu'on appelle des prophètes, qui ont reçu de l'information, et qui l'ont transmise. Après, cette information, elle a été effectivement, au fil des décennies, des siècles, voire des millénaires, elle a été modifiée, transformée. Il y a des choses qui se sont figées en dogme, il y a plein de choses qui ont fait que cette information, elle a évolué. Mais au départ, j'ai la conviction, effectivement, que dans toutes les religions, il y a des gens qui ont reçu de l'information et qui ont eu vent de cette hypothèse de création. Et d'ailleurs, dans les éléments qui signent notre conformité avec l'univers, il y a cette intelligence logique dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi l'intuition, qui sont parfois des chemins directs vers des vérités profondes. Il y a aussi des expériences, il y a des gens qui vivent des expériences, qu'on qualifie de mystiques ou qu'on qualifie de non conventionnelles, mais il y a des gens qui vivent un certain nombre d'expériences qui montrent que notre univers, il est fait d'informations effectivement manifestées et déterminées, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi d'informations non manifestées. La réalité telle qu'on l'a définie aujourd'hui n'est qu'une partie de l'existence, qui est la partie de l'existence qu'on peut investiguer intellectuellement, qu'on peut démontrer par les sciences, mais il y a une partie de l'existence qui est faite d'informations non manifestées et qui là, effectivement, on peut en avoir des expériences, mais c'est des choses qui ne sont pas démontrables et qui sont plus difficilement partageables. Mais ce que j'aime dans la démarche métaphysique, c'est qu'on ose s'acheminer vers ce type d'existence et la partager par de l'argumentation
faisant parler notre logique et en disant ces hypothèses-là, elles sont défendables, elles sont argumentables. Super, merci beaucoup. On va passer au chapitre suivant, qui est un chapitre aussi passionnant, mais où on va avoir besoin que tu nous guides parce que c'est touffu. Le temps. C'est quoi le temps? Alors bon, le temps, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a beaucoup de philosophes, il y a beaucoup de physiciens qui se sont intéressés au temps, et il y a effectivement différentes définitions du temps, mais le temps dont je parle dans mes livres, c'est le temps physique. Le temps physique, et j'ai un petit schéma qui permet de l'illustrer un peu, on le connaît, c'est 3 ères, c'est le passé, le présent et l'avenir. Et ces 3 ères, ce sont des classifications de ce qu'est la mesure du changement d'état. On y revient. Le temps, c'est la mesure du changement d'état. Alors, il y a le passé, je prends encore une autre métaphore, ça aide à comprendre. Si on pouvait transcrire le temps en espace et qu'on imaginait qu'on soit dans différentes pièces, prenons une cuisine, le passé, c'est une cuisine à laquelle on n'a plus accès et dans laquelle on ne peut plus rien changer. C'est figé. C'est figé. Voilà. Si la fourchette elle est de travers, elle est de travers, on ne peut plus la toucher. L'avenir, c'est une multitude de cuisines avec des dispositions un tout petit peu différentes les unes des autres. L'avenir, c'est un champ de possibles. C'est ce qui est écrit sur ce dessin. C'est un champ de possibles. Et le présent, c'est la seule ère du temps à laquelle on peut accéder. On peut accéder. Et c'est l'ère de notre expérience, en fait. Mais d'une expérience un petit peu décalée, et je vais y revenir tout à l'heure, dans un instant. Et donc, on considère aujourd'hui, ça c'est la définition usuelle, que ces 3 ères du temps sont guidées par une flèche qui va forcément du passé vers l'avenir. Alors, pour moi, c'est un tout petit peu différent. Je considère que ce qu'on appelle temps aujourd'hui, c'est très largement la temporalité de la matière constituée, c'est-à-dire de systèmes informationnels complexes, atomiques, et pas subatomiques, mais atomiques, qui ont effectivement une flèche du temps qui est guidée par ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est la désorganisation de l'information. Le vieillissement, le pourrissement, c'est de l'entropie. C'est l'information qui se désorganise. Ça, c'est la temporalité de la matière. Mais je pense qu'il existe une autre flèche du temps qui n'est pas accessible au système complexe que nous sommes. Donc nous, tout ce qui est atomique, tout ce qui est matière, on va forcément du passé vers l'avenir. Mais je pense qu'en deçà de cette dimension physique, il y a la possibilité d'avoir une flèche du temps inversée, une flèche du temps qui aille de l'avenir vers le passé, cette flèche du temps négative. Et cette flèche du temps négative, c'est la flèche de la négantropie. Et la négantropie, c'est notamment, alors c'est ce qui organise l'information, c'est l'inverse de l'entropie, c'est l'organisation de l'information. Et dans le schéma que je vous montrais tout à l'heure, qui est ce schéma où on avait cette bulle d'univers initiale en contraction, cette bulle d'univers en contraction, elle est en temps négatif et elle est en organisation d'information. Donc voilà, c'est vrai que c'est un point important de mon premier livre, cette définition du temps, qui sort un petit peu de la définition usuelle, mais qui a un certain nombre d'avantages et qui permet de comprendre aussi un certain nombre de phénomènes, notamment le fait que l'avenir, par exemple, qui est fait d'informations donc non manifestées, l'avenir c'est fait d'informations probabilistes, c'est un champ de possibles, eh bien cet avenir, il n'est pas statique. L'avenir à 10 ans, ce n'est pas l'avenir de demain. Ce champ des possibles, comme vous le voyez, c'est un entonnoir. Et le nombre de possibles, il évolue. C'est-à-dire qu'en allant vers le présent, il y a de moins en moins de possibles. Un exemple tout bête, si vous me dites que dans une semaine, vous serez à Singapour, je vais vous dire, ok, c'est cool, c'est super. Si vous me dites que dans 1 heure, vous serez à Singapour, je vais vous dire, là, il y a un petit problème. Et donc, le possible d'être à Singapour, c'est possible qu'à partir d'un avenir suffisamment éloigné pour que ce possible soit crédible et soit possible.
Et donc, cette flèche du temps négative, c'est une des implications effectivement de ma théorie qui reste à discussion évidemment, mais qui fait partie de l'ensemble. Mais qui est l'avantage au fait de lier aussi le futur au moment présent. C'est-à-dire que s'il y a une flèche qui passe dans l'autre sens, du futur au moment présent, est-ce que quand on est dans le moment présent, il y a la possibilité d'influencer le futur? Exactement. Ce qui est très intéressant, c'est que nous avons, et ça c'est encore une conclusion de cette étude métaphysique qui au départ a pour vocation de satisfaire une curiosité, mais on découvre qu'on est effectivement co-créateur de notre réalité. Mais pour être co-créateur de la réalité, il faut pouvoir influer sur l'instant du présent physique. L'instant du présent physique, c'est l'instant où la réalité se crée. Et cet instant-là, ce qui est particulier, c'est que par nos sens, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas atteindre ce présent par nos sens. Parce que nos sens, ils prennent le temps déjà de l'analyse par le cerveau de ce que l'on perçoit par nos sens, et ils prennent le temps aussi de l'arrivée de l'information à nous et à l'organe qui perçoit cette information. Je prends un exemple. Vous regardez un coucher de soleil, vous dites « Waouh, c'est magnifique ». Le moment où le soleil il arrive à l'horizon, et quand c'est la mer, moi je trouve que c'est plus beau, mais après, je parie qu'ici, il y a des gens qui préfèrent quand c'est les montagnes. Mais le moment où le soleil atteint la ligne d'horizon et où vous vous dites « c'est magnifique », en vérité, le soleil il est déjà sous la ligne d'horizon. Parce que la lumière, ce que vous voyez, c'est la lumière qui a été émise par le soleil il y a 8 minutes. Parce que le soleil, c'est loin. Même si la lumière, ça va vite, la lumière, elle met 8 minutes à partir du soleil pour arriver à nos yeux. Donc vous voyez, vous, un soleil qui, à votre moment présent vécu, est au niveau de la ligne d'horizon, sauf que dans le présent physique, le soleil, il n'est déjà plus là. C'est la même chose, avec des temps évidemment beaucoup plus petits, dans nos rapports quotidiens. Même si je suis très près de toi, ton image émet quand même une toute petite fraction de seconde à me parvenir, le temps que j'analyse, c'est plus ce moment de création de la réalité. Et pour co-créer sa réalité, il faut réussir à être présent au présent physique. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens d'être présent à ce moment physique. Les deux moyens que j'ai trouvés par la littérature métaphysique et de guide spirituel, c'est la méditation. Par la méditation, on peut arriver à se connecter à ce présent physique. C'est ce que les guide appelle l'illumination, vous arrivez à vous connecter à ce présent physique. Et c'est aussi par la programmation du subconscient, parce que le subconscient, il a la particularité, lui, de ne pas passer par cette phase sensorielle et cette phase de compréhension, de mise en cohérence de l'information, et lui, il est présent au moment physique. Et donc, en programmant votre subconscient à une information, qui est celle que vous souhaitez, eh bien, vous allez pouvoir vous offrir les opportunités de la concrétisation de ce que vous voulez. C'est-à-dire que dans le champ des possibles qu'est l'avenir, si vous choisissez un des possibles de ce champ des possibles, si vous travaillez cette conviction de façon suffisamment forte pour qu'elle s'ancre dans votre subconscient, ou si vous pratiquez assidûment la méditation, eh bien petit à petit, vous allez influer la réalité quantique qui est tout proche du présent pour y inscrire ce que vous voulez. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la réalité, c'est de l'information et de l'énergie. Quand vous associez de l'énergie à une information qui existe dans le champ des possibles, vous rendez cette information plus susceptible de se manifester qu'une autre. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer effectivement comment on peut, en étant convaincu de quelque chose, en voulant quelque chose, en mettant de l'énergie sur ce possible, le manifester assez probablement. Merci beaucoup, Harry. Et finalement, tu rends quelque chose de très très complexe relativement simple. Moi, la question que je me pose quand je sais pas, ils n'ont pas l'air d'accord, mais... Ils n'ont pas l'air d'accord. Oui, bon, j'ai lu son livre 3 fois, donc avant de comprendre. Mais je disais, alors faisons simple, essayons de faire simple. Tu nous montres que finalement, au début, il y a de l'information, mais complètement statique, que cette information désire un changement, désire une amélioration. Alors, comment, on ne le sait pas trop, mais elle arrive à manifester cela, elle met de l'énergie. Cette énergie commence le processus du changement. Et on sait que
dès qu'une information change d'état, il y a un avant, un après, donc il y a du temps qui s'écoule. Exactement. OK ? Question maintenant, donc si on comprend ce principe-là, on va vers un état d'information initial qui ne satisfaisait pas la source, Dieu ou le créateur. Donc il veut un changement pour aller quelque part. Donc ma question c'est, quel est ce quelque part? Quel est le dessein? Quel est le projet de l'univers? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, le désir de ce principe créateur de l'univers dans ma métaphysique, c'est le désir d'amour. Et ce désir d'amour, il se manifeste par une chose, parce qu'il y a des indices dans la nature, il y a des indices dans ce processus univers, et le principal indice que moi j'ai relevé, c'est la façon dont l'information s'est organisée au cours de ces 13,8 milliards d'années depuis notre Big Bang à nous, depuis notre bulle, la naissance de notre bulle d'univers. L'information, elle s'est organisée de façon à être de plus en plus complexe, donc à créer des systèmes de plus en plus complexes, et cette organisation, on peut la qualifier d'harmonieuse, c'est-à-dire que vous avez des briques d'informations qu'on appelle les fermions, qui sont les quarks par exemple sont des fermions, c'est ce qui compose les noyaux des atomes. Eh bien, ces quarks se sont organisés de façon harmonieuse avec les électrons pour créer les atomes. Les atomes se sont organisés de façon harmonieuse, de façon à créer des systèmes atomiques, des nuages stellaires, qui ont à leur tour créé donc, des étoiles, et au cœur des étoiles, des atomes plus complexes que ceux qu'il y avait avant. Il faut savoir par exemple les atomes de carbone, ils n'existaient pas au moment du Big Bang, enfin juste après le Big Bang, ils sont nés dans le cœur des étoiles. Et donc ce que fait la nature depuis 13,8 milliards d'années, c'est de s'organiser de façon harmonieuse pour créer des systèmes nouveaux par mutation, on appelle ça de la mutation, donc organisation harmonieuse, mutation. Les nouveaux systèmes créés s'organisent entre eux de façon harmonieuse, mutation, et ça a permis de créer de la matière vivante, et sur Terre, de la matière vivante et intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers nous dit que l'harmonie, c'est quelque chose d'important, et que l'harmonie, ça crée des choses qui sont quand même assez belles, puisqu'on est beau, la nature est belle, le monde est beau, à l'état de nature. Et donc, si ce principe d'harmonie, nous décidions de le prendre à notre compte, eh bien là, je peux vous dire que ça changerait vraiment la vie de l'humanité sur cette planète. Et donc, l'univers, il nous montre que l'harmonie, ça marche. Eh bien, nous devons comprendre qu'effectivement, il y a ce principe d'harmonie dans l'organisation de l'information qui fait l'univers, et que si on prend ce principe à notre compte, puisque nous, on est issus de ça, eh bien, on va rendre ce monde merveilleux. Et ça, c'est l'une des leçons, effectivement, que moi, j'ai eu la surprise d'apprendre en m'intéressant à cette histoire de l'univers. Donc, au fait, pour être dans le projet de l'univers, il faut créer, aimer et aller dans l'harmonie. Exactement. C'est facile? Sur le papier. Donc tout ça pour ça, au fait? Sur le papier, c'est facile. Après, nous, en tant qu'être humain, il faut savoir que l'être humain, c'est un existant extrêmement fragile à l'état de nature. Les premiers hommes, les premiers êtres humains, ils ont dû compter sur quelque chose d'essentiel pour pouvoir survivre, c'est la peur. C'est la peur qui leur a permis de s'organiser, qui leur a permis de déployer de façon maximale la chose qui leur a permis de devenir un des dominants de la nature, alors qu'un bébé homme, c'est extrêmement fragile, eh bien c'est la manipulation de l'information, c'est l'intelligence. Donc cette intelligence, guidée par la peur, nous a permis de nous protéger, de nous organiser, de survivre. Et c'est vrai que cette peur, elle est inscrite en nous, puisque ça fait des millénaires maintenant qu'elle commande un certain nombre de nos comportements. Et aujourd'hui, même quand on n'a plus besoin d'elle, cette peur, elle se manifeste et elle est à l'origine de beaucoup des comportements disharmonieux, qui vont à l'inverse de ce que nous dit l'univers et la nature. Et tout l'enjeu pour l'être humain, c'est de comprendre que la peur, elle est utile, parce que la peur, elle sauve la vie, mais que la peur, il faut la laisser à sa juste place, et qu'il y a un autre principe qui doit guider ses actions, c'est ces principes d'amour et d'harmonie. Et le jour où on aura compris ça, moi je fais partie de la famille philosophique qui considère que
l'anthropogénèse, donc l'évolution de l'être humain, elle n'est pas terminée. Et je pense que l'une des phases importantes de l'évolution de l'être humain pour qu'il devienne cet être humain véritable souhaité par le Créateur à son début, et qui finalement va manifester le dessein, le désir de ce principe créateur, c'est l'être humain qui aura compris que l'harmonie doit être au cœur et donc la prise en compte de l'intérêt général, parce que c'est ça l'harmonie, c'est dans une action, dans une décision, prendre en compte l'intérêt le plus large qui soit. Eh bien, l'être humain qui aura compris ça et qui l'aura appliqué de façon collective, eh bien, c'est celui qui répondra au désir créateur. Magnifique. Et puis là, on arrive finalement pile à l'heure, à la croisée des chemins. À la croisée des chemins. La croisée des chemins, qui est ce champ d'information sur lequel moi je travaille aussi beaucoup dans mes recherches sur la conscience. Exactement. Donc ce fameux... Au fait, ce qu'on a entendu jusqu'ici, c'est que tout dans l'univers semble être information. Être information à la base statique, et puis ensuite en changement d'information. L'existence, c'est de l'information. Voilà. L'existence, c'est de l'information, une information qui a changé d'état et qui est rentrée dans un processus informationnel qu'on appelle l'espace-temps univers, mais effectivement, il y a le champ informationnel au départ. D'accord. Et donc, ce champ informationnel, David, en tout cas l'une de ces expressions, toi tu as beaucoup travaillé dessus dans tes livres, on va pouvoir d'ailleurs commencer par regarder tes ouvrages, puisque tu écris depuis... Ah oui, pardon. Je crois qu'il y a quelqu'un. Il y a Audrey qui a... Question de David pour vous deux. Ne croyez-vous pas que la question du sens est pleine de vacuité et propre à l'orgueilleux être humain, alors que nous devrions nous concentrer sur des valeurs dans nos actions quotidiennes et une vision à plus long terme dans nos décisions ? On a déjà un peu répondu à cette question, mais pour... Audrey. Mais pour faire bref, moi j'ai juste encore une fois un exemple. Quel est l'intérêt de se rendre compte qu'il y a un principe créateur, mais surtout un principe directeur qui peut nous donner une direction? Je me suis rendu compte que Paris, qui est une ville magnifique, est habitée de gens magnifiques, mais qui ont un caractère un peu particulier. Et bon, les Parisiens ne sont pas réputés pour être les gens les plus agréables, sympathiques, portés vers le partage, la bonne humeur, etc. Mais on les aime quand même, je les aime quand même. Pendant les Jeux Olympiques, il s'est passé un truc incroyable. Et j'ai eu l'impression, moi, que ce petit principe directeur temporaire qu'est l'olympisme, qui porte des valeurs de partage, de saine compétition, mais de solidarité, de rencontre, a transformé les Parisiens. Et tous les gens qui étaient à Paris pendant les Jeux ont eu le même sentiment. Les gens étaient cool, les gens avaient le sourire, ils étaient pas comme d'habitude. J'aurais dû venir. Juste parce qu'à un moment, pendant ces 6 ou 7 semaines, il y a eu cet événement très fort qui est en quelque sorte un principe directeur. Et donc, pour répondre à la question, le fait d'accepter l'idée qu'il y ait un principe directeur d'harmonie, ce n'est pas la même chose que le fait de ne pas le savoir. C'est pour ça que c'est important de faire ces recherches, c'est pour ça que ça a du sens pour nous, et que ça a du sens pour même notre mindset, notre façon de penser, d'être. Et finalement, je pense que si on admet qu'il y a un principe directeur permanent, pas comme l'olympisme, qui dure du 27 juillet au 13 août, si on accepte qu'il y a un principe directeur permanent, qu'il y a un principe d'harmonie, eh bien je pense que ça peut peser et ça peut faire changer l'humanité de façon signifiante. Super. Alors on va voir si... il y a Audrey qui insiste là. Alors, Question de Christina pour vous deux. Est-ce que cela sert réellement à quelque chose de se poser la question du sens de notre existence, sachant qu'il n'y a pas de réponse simple et unique à cette question ? Au niveau individuel, je conçois son utilité. J'ai bien plus de peine avec cette question si on l'applique à l'humanité, c'est-à-dire l'existence de l'humain fait-elle sens quand on voit le résultat ? Bah oui, non, mais c'est vrai que quand on regarde l'état du monde, on peut se poser la question, effectivement, mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas encore... Ce que je vous dis là, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de moi, ce n'est pas mon brillant cerveau qui tout seul a trouvé ces choses-là. Ça fait des millénaires que des philosophes, des gens qui recherchent, qui pensent l'être. Moi, je me suis rendu compte que... Et je ne suis pas philosophe dans le sens où je ne connais pas bien les philosophes classiques,
mais je me suis rendu compte que Spinoza a une philosophie très proche de celle que je développe dans mes livres aujourd'hui. Et donc ça ne date pas d'hier. Mais bizarrement, cette pensée-là, elle n'est pas encore perméable. C'est pour ça que je pense que pour moi, ça fait partie de l'évolution de l'humanité, ça fait partie de l'évolution de l'être humain. Et il y a un moment, il y aura un point de bascule, et je pense que c'est déjà en train d'arriver avec des gens, et notamment des jeunes, qui pensent de plus en plus au bien-être, qui ont compris que l'avoir à tout prix n'était pas la solution au bonheur. On est en train de comprendre que le bien-être, c'est pas avoir plus, c'est penser l'être, et c'est en soi et avec les autres qu'on trouve le bonheur, c'est pas forcément avec la course à l'avoir plus. Tout ça pour dire que je pense qu'on est sur un chemin, et que quand on regarde l'état du monde, on est sans doute à un point, je pense, qui est un point crucial, charnière, et effectivement, on va en parler tout à l'heure avec toi David, aujourd'hui, l'emprise qu'on a sur le monde grâce à la technologie, parce que notre intelligence a permis de mettre au point des outils qui amplifient nos actions, qui amplifient nos désirs, qui donnent des réponses à ce que l'on souhaite. Je pense qu'on est à un moment charnière où si on ne prend pas conscience de l'importance de ces notions d'amour, d'harmonie, d'intérêt général, on va courir à la catastrophe. Donc on a un moment où finalement on décide, est-ce que l'espèce humaine, elle va perdurer dans ce processus univers et elle va lui apporter la réponse qu'il attend, ou est-ce que nous allons nous autodétruire? Moi, je fais partie de ceux qui ne croient pas du tout qu'on va détruire la planète. Je pense qu'on va s'autodétruire et que la planète, après nous, elle va continuer son chemin. C'est d'ailleurs un peu ce qui est écrit dans un de tes ouvrages, dans un de tes romans. J'ai dans mes romans, ouais. Et donc, pour répondre à la question, je pense que l'adhésion collective à ces principes est une des réponses importantes pour la suite, pour la survie de notre espèce. Alors, tes livres, qui sont nombreux, dans l'ordre chronologique, tu me corriges si je me trompe, Voyage entre deux vies, Les amants du ciel, Les âmes du temps perdu, Devenez génial. Non, le chaman. Le chaman du Pacifique, pardon, ouais. Et Devenez génial. Tous ces livres, ils ont pour point commun de se référer à un champ d'information que certains appellent le champ akashique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors moi, je n'ai pas abordé le sens de l'existence sous le même angle qu'Harry. Moi, comme je vous l'ai dit au début, ce qui m'intéresse, c'est les sciences noétiques, la science de la conscience, c'est d'essayer de comprendre la conscience. Je pense qu'on y reviendra. Mais pour comprendre la conscience, il faut aussi comprendre, il faut savoir qu'on n'est pas des êtres isolés. On a vu, et maintenant la science l'admet de plus en plus, qu'on n'est pas là par hasard. Donc il faut comprendre un peu le tout, et sans avoir fait une démarche aussi recherchée sur la naissance de l'univers, la source d'information originale, je m'étais rendu compte, durant mes 30 années de recherche sur la conscience, qu'en réalité, l'univers est composé d'informations. Et cette information est partout, dans toutes les dimensions. C'est quelque chose que tu as très bien expliqué tout à l'heure. Et du coup, c'est vrai qu'on est toujours face à cette information qu'on appelle le champ akashique, que certains, dans certaines philosophies ou religions, ils appellent les mémoires akashiques, qui pour moi seraient les mémoires de l'univers. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'univers perde de l'information. Tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé dans l'univers, et ce qu'on ne se rend pas bien compte non plus, c'est la taille de l'univers. Notre galaxie a combien entre 100 et 300 milliards d'étoiles, en fonction des estimations. Sachant qu'une étoile, c'est un soleil, plus ou moins. Bien sûr. Et puis, on est aussi plus ou moins au même nombre de galaxies. Exactement, dans l'univers. Centaines de milliards de galaxies. Donc voilà, il y a un champ d'information que j'appelle dans l'univers observable. Donc voilà, ouais. Donc ce champ d'information, qui pour moi est énorme, est source de beaucoup de choses, on va en reparler, je l'appelle le web de l'univers. D'accord. Alors ce web de l'univers, est-ce qu'il est... Alors on a bien compris qu'il était au-delà de nous, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de se rattacher à ce champ d'information? Est-ce que nous, on a quelque chose qu'on appellerait peut-être la conscience qui nous permettrait de ça? Et qu'est-ce que ce serait que cette conscience? Ouais, je ne sais pas si vous avez 3 heures, je vous explique le résumé de mes recherches sur la conscience. Non, je vais le faire très vite, mais c'est vrai que ça a occupé toutes mes recherches finalement
ont eu pour but d'essayer de définir la conscience. Au début, c'était très difficile parce que c'est un peu comme définir Dieu. C'est un truc vaste, avec plusieurs définitions. Il y a des gens qui parlent de conscience pour dire qu'on est tombé dans les pommes, inconscient par rapport à conscient, mais la conscience, c'est beaucoup plus que ça. Mais si je devais résumer, je prendrais les deux hypothèses qu'on entend le plus souvent dans la science. La première hypothèse, si tu peux nous montrer, voilà. La première hypothèse, qui est l'hypothèse dite matérialiste, qui vient du courant scientifique qui se concentre principalement sur la matière et qui ne prend pas en compte tout ce qui est insondable, parce que c'est difficile pour la science de le faire. Ce courant-là émet l'hypothèse, on parle bien d'hypothèse, émet l'hypothèse que la conscience, que notre conscience, et quand je parle de notre conscience, c'est le fait qu'on est capable d'expérimenter la vie comme on l'expérimente tous les jours, donc c'est très complexe. Notre personnalité, nos préférences, ce qu'on vit, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, enfin, tout ça provient de quelque chose qui émane du cerveau. Donc, elle émane de la matière. C'est-à-dire que la complexité de notre cerveau est capable de générer de la conscience. Fabriquer la conscience. Fabriquer la conscience. Donc, la conscience, au fait, c'est un substrat de la matière. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, il y a quand même tout un mouvement scientifique qu'on appelle le mouvement post-matérialiste, qui, surtout quand on parle de conscience, observe des phénomènes de conscience non ordinaires. Vous avez probablement tous, une fois ou l'autre, entendu parler de ces fameuses expériences de mort imminente, les EMI, ou les Near Death Experience, NDE en anglais, où la personne est en arrêt cardiaque, le cerveau ne fonctionne plus, encéphalogramme plat, et puis il se passe encore quelque chose. Donc la personne se voit de haut, ensuite elle dit qu'elle rejoint une sorte de lumière, il y a plein d'expériences. Il y en a plein des témoignages comme ça. On a 30 millions de témoignages d'expériences de mort imminente, et ce n'est pas les seuls. Il y a des gens qui ont des dons de médiumnité, il y a des gens qui sont capables de faire des sorties hors du corps, donc de se voir du dessus. Enfin, il y a beaucoup d'expériences. Il y a même certaines drogues que je n'ai pas utilisées, mais qui apparemment permettent ça. Voilà, ouais, tout à fait. Et du coup, il y a toute une partie des scientifiques qui dit mais on ne peut pas ignorer ces expériences, on ne peut pas ignorer 30 millions d'expériences, de témoignages d'expériences de mort imminente qui convergent. C'est-à-dire que souvent, quand on peut recouper des informations. Donc, on est obligé de concevoir qu'en fait, la conscience n'est pas rattachée au corps humain, ou en tout cas, elle peut s'en dissocier. Et ils appellent ça la conscience non locale, comme c'est exprimé sur cette image, c'est-à-dire que notre corps serait un émetteur-récepteur d'une conscience exogène. Notre cerveau serait une espèce d'antenne. Serait une antenne, voilà, exactement, une espèce d'antenne qui émet et qui reçoit. On donc échange d'informations constant avec quelque chose de non local. Alors je ne sais pas, je vais vous poser la question, selon vous, qui a raison? C'est la première hypothèse, la conscience provient du cerveau, ou c'est la seconde, notre conscience est quelque chose de non local à laquelle nous sommes connectés en permanence? Qui c'est qui vote pour la première hypothèse? La première hypothèse, c'est la conscience locale. Conscience locale, ouais. Okay. Deuxième hypothèse? Ouais. Récent. Pas mal. Et ne se prononce pas, il y en a aussi. Voilà, ceux qui restent dans le noir. Alors donc cette conscience, quel lien elle aurait avec ce champ akashique dont tu nous parlais tout à l'heure? Alors, je vais te le dire dans un instant. Je vais peut-être te donner mon avis après 30 ans de recherche sur la conscience. Mon avis à cette question, pour trancher, c'est que vous avez tous raison. C'est-à-dire que pour moi, la conscience, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois une conscience locale, que moi j'aime appeler ça notre conscience mentale, et puis on est connecté à une conscience exogène, que j'appelle plus notre conscience esprit. Mais, en tout cas, avec 30 ans de recherche vraiment pointue sur les sciences noétiques, je suis arrivé à la conclusion, au fait qu'on se battait sur deux définitions qui étaient, au fait, deux aspects de la même chose. De la même chose. Oui, absolument. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas en science. Ouais. On regarde les choses par la fenêtre sud ou nord, et on ne voit pas le même paysage, mais si on va sur le toit, on voit que les choses sont liées. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, grâce à notre conscience exogène, on peut revenir juste à l'image d'avant, ouais, merci.
grâce à notre conscience exogène, qui est non locale et non matérielle, hein, parce que sinon on aurait pu la mesurer avec les outils de la science. Donc on pense bien que c'est d'une substance qui est encore non mesurable. Tout comme ce fameux web de l'univers, ce champ d'information que tu décris si bien, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à mesurer avec les outils de la science. Donc, il est très probable, en tout cas dans mon hypothèse de la conscience, que cette partie non locale de notre conscience, qui fait partie de nous, soit connectée en permanence avec le web de l'univers. Ce qui permettrait donc de recevoir de l'information. Mais cette information, comment se fait-il qu'elle ne nous arrive pas de façon évidente et claire? Quand je tape sur un moteur de recherche du web d'ici quelque chose, j'ai la réponse. Ouais. Là, ça n'a pas l'air aussi simple. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais tu as raison. C'est-à-dire que cette connexion de notre conscience non locale au champ d'information de l'univers nous amène de l'information. On appelle ça, souvent, on appelle ça intuition. Moi, j'aime mieux l'appeler, j'ai un terme un peu plus complet, j'appelle ça ici, intuition, créativité, innovation. Pourquoi ici? Parce que c'est un jeu de mots avec ce que tu nous as dit avant. C'est aussi quelque chose qu'on reçoit, on est dans l'ici et maintenant, donc dans ce fameux moment présent. Mais tu as raison, qu'est-ce qui nous empêche, au fait, de voir qu'on est connecté et puis de recevoir des intuitions à des moments bizarres, au milieu de la nuit, sous la douche, mais de ne pas avoir une vision claire de cette information qui est pourtant là pour nous aider. Les intuitions sont très souvent de bonnes conseillères, et si on les suit, on améliore sa qualité de vie, on arrive au bout de ses projets, on innove quand on est entrepreneur, ou on peut arriver au succès en étant très créatif. Accéder à un espace de créativité incroyable. Hein, ouais, de révélation. T'imagines si on est connecté au web de l'univers plutôt qu'à notre petit cerveau, les possibilités de création sont énormes. Qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? C'est une chose qui est créée par notre conscience locale, cette fameuse conscience mentale. Et c'est quelque chose que vous créez à un rythme effréné d'à peu près 30 000 par jour. Ce sont vos pensées, exactement. Alors moi, j'aime bien imager les pensées comme cette cascade, c'est-à-dire un flot qu'on a devant les yeux, bruyant, opaque, et qui nous empêche de voir ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, ce sont ces fameuses ici. C'est nos intuitions, notre créativité, notre sens de l'innovation. Et on voit bien que les gens très créatifs puisent principalement leur source de créativité dans ce champ d'information, donc qui doivent aller au-delà du rideau de pensée. Alors c'est des choses quand même qu'un certain nombre d'hommes et de femmes connaissent de façon spontanée, et on pense notamment aux artistes. Alors on ne va pas prendre l'exemple absolument spectaculaire de Beethoven qui aurait composé sa première symphonie alors qu'il était gamin, 4 bébé, ans, 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que permettent comme chose exceptionnelle le fait de se connecter à ce champ d'information et de recevoir ces ici? Alors pour écrire Devenez génial, qui est mon livre qui traite de ça, qui donne aussi des techniques pour se connecter justement à nos ici, j'ai interrogé beaucoup de monde, des artistes, des sportifs, des chefs d'entreprise, etc. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir quand ils avaient des intuitions, quand ils avaient des eureka comme Archimède. Et en réalité, au lieu de vous faire un résumé de ce que j'ai écouté, j'ai récemment entendu une interview de Chris Martin. Vous connaissez Chris Martin? C'est le chanteur de Coldplay, exactement. Et quand j'ai entendu cette interview, j'étais aux anges parce qu'il résume exactement tout ce que les gens m'ont dit par rapport à nos fameuses ici. Mais écoutons-le. Donc, écoutons-le. This is a bit hippie maybe for the Tonight Show, but I don't really know where songs come from or why I'm me or you know what I mean? Yeah. When you write these songs, you sit down in the studio and go, okay, let's get to work, everybody. I just sort of catch them in a way. It's a bit like being a surfer, or I mean, the Roots will understand too. Music is something coming through you. Or everybody on earth, I think, has a special gift of some sort. Yeah. Whether they're lucky enough to be able to find it or whether they have the right environs, that's another question. But if you have the gift of music or the gift of comedy,
it's something. There's nothing really to do with you. It's coming through, and the good stuff anyway. Yeah. And so, do you do what I do? I sometimes get up in the middle of the night and just hum something into my phone or Yeah. something. I'd be like, tell you about my tight pants. And my wife is like, what's wrong with you, man? yeah, like- that's exactly what I do. The song We Pray, by the way. We Pray, yeah. Which I love that song. By Coldplay. Yeah, by Coldplay, Yeah. absolutely, yeah. There's a lot of guest stars on this Yes, song. We Pray was a song. We were in Taiwan last November, I think, and in the middle of the night, exactly like you said, like 3 a.m, I woke up with this almost fully formed thing in my head, and it was said, "I'm called We Pray. You've got to get out of bed and, catch me." So I got out of bed and I did all the stuff, and this song arrived, and it said very clearly to me, you have to ask people from different continents to sing on this song in various places, because the song is about how even people who are enemies with each other are still normally praying for the same stuff, and the enemy is not as different from you as you think, and that's the kind of thing. So we asked a lady called Tini from Argentina, Yeah. Burna Boy from Nigeria, Little Sims from England, and me from sort of both, and Yeah. someone, Eliana, who's a Palestinian Chilean singer. Incroyable. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet échange? Les deux, par exemple, ils parlent de recevoir ces informations à 3 heures du matin. Est-ce que ça a un sens, ça? Ça a un sens, ouais, parce que, au fait, comme j'ai expliqué avant, nos ici, là c'est plus qu'une ici, hein, c'est une chanson entière, avec l'information en plus, non seulement voilà la chanson, voilà la mélodie, mais en plus tu dois la chanter avec tous ces autres personnes. Donc c'est beaucoup d'informations qui lui arrivent. Elle arrive à 3 heures du matin, pourquoi? Pourquoi Archimède a trouvé le problème de la poussée dans son bain? Parce que souvent, on reçoit la solution à ce qu'on cherche quand on n'y pense pas. L'explication est claire, c'est celle que je vous ai donnée avant. Les pensées, au fait, elles nous gardent dans notre conscience mentale, elles nous gardent dans notre cerveau, et notre cerveau est limité pour tout ce qui est créatif. Et ça, je l'ai entendu mais des dizaines et des dizaines de fois. Je le vis moi-même. Quand j'écris mes livres, je suis dans le même état que Chris Martin. Alors, ce n'est pas à 3 heures du matin parce que j'ai des techniques pour y arriver pendant la journée. Du coup, je peux dormir la nuit, ça m'arrange. Mais quand j'écris mes livres, vraiment, j'aurais pu dire la même chose que lui. J'ai des images qui me viennent dans les yeux, les images de mes romans. Et moi, je suis juste le canal par lequel arrivent ces informations. Oui, quelque chose dont je peux témoigner aussi, et dont peut-être un certain nombre d'entre vous peuvent témoigner. Moi, quand j'écris mes livres, par contre, moi, j'ai un peu moins de technique. Ça me réveille, et il faut que j'aille écrire au beau milieu de la nuit. Mais la raison pour laquelle ça arrive au milieu de la nuit, c'est juste parce que c'est un moment où finalement le cerveau se calme, les 30 000 pensées, ils s'espacent. Et puis l'information qui pousse, qui veut vraiment arriver, parce que l'information, là, elle sait que quand elle arrivera chez Coldplay, chez Chris Martin, ça va faire un gros boom, elle va le réveiller au milieu de la nuit pour que ça sorte. Alors, on va voir que se connecter à ces ici, c'est à la portée de tout le monde. Il y a des techniques pour ça. Oui. Il va nous le montrer tout à l'heure, mais peut-être qu'avant, on peut écouter cette fameuse chanson. Ça nous a donné envie, tout ça. Ok, un petit intermède. De formidable dans ces ici et dans le produit de ces ici, c'est que non seulement ça peut induire de la compréhension, mais surtout ça résonne chez les gens. Moi, et c'est vrai, évidemment en musique, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines, y compris les livres. Les passages les plus inspirés qu'on écrit dans un livre, ça résonne chez les gens. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on note souvent. Et quand tu vois ça, donc une chanson arrivée au milieu de la nuit à Taïwan, qui ensuite est jouée devant, je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais 50 000 ou 30 000, j'en sais rien. C'est exactement le dessin que tu as dit, non? C'est la créativité au service de l'harmonie, au service de l'amour. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche aussi financièrement. Coldplay, la tournée dont We Pray fait partie, a généré 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est le premier groupe de rock du monde qui a réussi à générer... On aurait peut-être dû commencer par ça. Oui, on est presque... ça vient un peu tard comme argument. Peut-être, mais ça marche. Souvent, et je veux dire la même chose avec les livres, etc. Dès le moment où on va prendre l'information du web de l'univers,
ça va résonner, ça va aller dans le sens du projet de l'univers, et ça va rapporter, parce que les gens vont adorer. Alors, on a dans cette salle un certain nombre d'entrepreneurs qui, du coup, se disent « Mais comment je peux moi aussi me connecter à ce web de l'univers pour améliorer le monde et faire plus de bénéfices ?» Alors, je crois que... Je vous taquine. Hein, je crois que tu as mis au point une méthode qui permet effectivement d'avoir plus de chances de se connecter à ce champ et de recevoir ces ici. Oui, disons, c'est tout le but de mon livre Devenez génial, c'est d'expliquer une méthode. C'est une méthode, finalement, c'est comme un sport ou un instrument de musique, c'est quelque chose qui s'apprend, il faut entraîner le cerveau. Mais je peux vous donner un avant-goût, si vous voulez. Vous voulez essayer? Un petit avant-goût. Alors, on va faire un exercice ensemble. Je ne vais pas vous donner trop d'informations. Je vous donnerai les explications après. Mais l'idée essentielle de cet exercice, ça va être de ralentir votre flot de pensée. Avant qu'on commence l'exercice, là j'ai besoin de mon téléphone. Hop. Avant qu'on commence l'exercice, j'aimerais juste que vous enregistriez une petite information qui vous sera utile plus tard, dans un tout petit moment. J'aimerais que vous comptiez combien vous avez de respiration par minute. Donc je vais calculer une minute sur le téléphone. Vous respirez normalement, et puis chaque fois que vous faites une inspiration et une expiration, donc une respiration complète, vous comptez un, ok? Vous êtes d'accord? Donc je vous donne juste le top, dans une minute je vous dis stop, puis vous gardez le chiffre en tête. Allez, 3, 2, 1, commencez à compter. Voilà, stop. Donc gardez le chiffre. 12. Ça va? C'est pas mal. La moyenne? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu trop. C'est trop? Ouais, c'est trop. Je sais pas. Je t'avais dit qu'on arriverait à leur faire une minute de silence. Hein. Ok, donc la technique pour essayer de se connecter à nos ici, la technique, c'est vraiment la technique de base, la plus facile. On va faire une respiration, je vais vous la montrer, et puis ensuite, on la fera ensemble, on en fera 3 ensemble, puis ensuite, je vous laisserai faire par vous-même pour pouvoir aller à votre propre rythme. C'est une respiration assez facile. Il vous suffit d'inspirer par le nez, depuis l'abdomen, une grande inspiration. Puis après, vous en faites une deuxième. Donc, quand vous pensez avoir les poumons pleins, vous en faites une deuxième, et tout de suite après la deuxième, vous expirez comme si vous souffliez dans une paille. OK? On va faire ça ensemble. Ce que je vais faire... Est-ce qu'on peut avoir un peu de musique? Parfait, ça aide. Audrey est super efficace. Audrey est vraiment magnifique. Ouais. Top. Audrey, on pourrait un tout petit peu baisser le volume. Un tout petit peu, ouais. Super. Ok, donc je vous propose, ceux qui le souhaitent, et je le conseille, fermez les yeux. Et puis, on va commencer cette respiration. Donc on en fait 3 ensemble, et après, vous continuez par vous-même.
fait garder les yeux fermés et arrêtez de faire la double inspiration, mais vous continuez sur des grandes inspirations par le nez et de longues expirations par la bouche. Et maintenant, toujours les yeux fermés. J'aimerais que vous essayiez d'observer vos propres pensées. Trouvez un endroit dans votre tête ou au-dessus de vous ou dans une autre dimension si vous avez de l'imagination, à partir duquel vous pouvez vous observer penser. J'appelle cet endroit le mirador. Montez dans votre mirador et observez vos pensées. Si à un moment donné vous retrouvez à l'intérieur de vos pensées, en train de penser à nouveau, c'est pas grave, mais retournez, dès que vous en prenez conscience, retournez dans le mirador et continuez à vous observer penser. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez gentiment rouvrir les yeux. Ouais, c'était un tout petit échantillon, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas s'il y a des témoignages dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé, David, dans nos têtes? Alors moi, ce n'est pas la première fois que je le fais, donc pas vraiment une surprise. Mais est-ce que tu peux... Parce que peut-être que chacun d'entre nous, on pense qu'on a vécu quelque chose de singulier, alors qu'en réalité, il y a un certain nombre de personnes, j'en suis sûr, qui ont vécu la même chose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe, ce qui se joue? En fait, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai combiné deux choses. La première chose que je vous ai fait faire avec la respiration, je me suis assuré que vous passiez en mode parasympathique. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes, mais notre corps a ce qu'on appelle le nerf vague. C'est le plus grand nerf vague du corps, vous l'avez à l'écran, ici, qui va du cerveau jusque dans le bas de l'abdomen. Et ce nerf est responsable du système nerveux autonome. C'est le système qui décide, au fait, si votre corps doit être en alerte, s'il y a un danger potentiel, s'il doit être en alerte, ou si, au contraire, vous pouvez complètement vous relaxer. Donc le mode parasympathique, c'est le mode où vous êtes complètement relaxé. Le mode sympathique, malgré son nom, est un mode de stress. Okay? Pourquoi je vous ai fait compter vos respirations avant? Parce qu'on dit qu'on passe du mode calme, du mode parasympathique, au mode sympathique, dès qu'on dépasse les 7 à 8 respirations par minute. Alors, je vous laisse calculer dans votre tête par rapport à ce que vous aviez avant, mais sachez que normalement, vu que vous étiez assis dans cette salle, on vient d'écouter une belle chanson, on a entendu des beaux messages d'harmonie et d'amour d'Harry, vous auriez tous dû être en mode parasympathique, c'est-à-dire à moins de 8 respirations par minute. Si ce n'est pas le cas, si votre corps est resté en mode parasympathique, ce n'est pas grave, mais c'est symptomatique d'un des maux de notre société, surstimulé, suractivé, stressé en permanence, qui fait que chez beaucoup, et chez moi jusqu'à que je m'en rende compte, c'était le cas, on reste en mode sympathique, donc en mode stress, toute la journée, et le seul moment où on passe en mode parasympathique, c'est au moment de l'endormissement.
C'est pour ça qu'on reçoit des ici à 3 heures du matin. Okay, parce que non seulement le mode parasympathique vous relaxe, vous permet au corps de se relâcher, donc l'être humain est fait pour osciller de l'un à l'autre plusieurs fois par jour, donc c'est pas bien de rester en mode tension toute la journée. Donc non seulement ça fait du bien au corps de temps en temps osciller, et puis deuxièmement, ça a été prouvé qu'on pense 10 fois moins. Donc on a 30 000 pensées par jour à peu près, mais quand on pense, les quelques fois où on passe en mode parasympathique, on passe à 3 000, 10 fois moins. Donc là, on fait de l'espace tout d'un coup. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette respiration. Cette respiration est très connue, c'est la seule respiration qui arrive à vous faire passer d'un mode à l'autre en moins de 30 secondes. Donc moi, je l'utilisais énormément. Avant d'entrer sur scène, quand il y a l'introduction, par exemple, je veux m'assurer que quand je rentre sur scène, je suis en mode parasympathique pour justement rester détendu. Quand il y a un entretien difficile, enfin, tous les moments de la journée qui peuvent être stressants, 30 secondes, vous passez en mode parasympathique, vous verrez, votre vie peut changer, rien grâce à ça. Et, Ça, quand tu nous demandes d'observer nos pensées. Alors là, je mélange un deuxième truc. Je vous ai expliqué qu'on avait 2 états de conscience, la conscience locale, donc être dans sa tête, être dans son mental, ou qu'on pouvait être dans sa conscience non locale, celle qui est connectée justement à nos intuitions. Et comme pour le mode sympathique et parasympathique, on est presque tout le temps dans l'un et pas dans l'autre. Donc devinez lequel, on est presque tout le temps dans sa tête, dans son mental. Et le truc d'observer ses pensées, on ne peut pas observer ses pensées depuis le mental. On est obligé de changer d'état de pensée. Donc en vous demandant ça, c'est juste un petit truc qui bypasse le cerveau et qui vous fait changer d'état de conscience. Donc je vous ai emmené quelques secondes pour certains, un peu plus longtemps pour d'autres, dans votre conscience-esprit. Et de là, souvent, ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi, mais on essaie d'observer des pensées, mais comme on n'est plus dans le mental qui pense, en fait, on n'observe pas grand-chose. Et on a un vide. Alors que si je vous avais demandé d'arrêter de penser sans recourir à ces petites astuces, vous n'y seriez pas arrivé. Alors que là, la majorité d'entre nous a certainement eu un petit moment sans penser. Et là où c'est très utile, là où moi je me rends compte que c'est très utile, c'est d'observer nos émotions. Quand on est gagné par une émotion, et ça arrive tous les jours, il y a quelque chose qui se passe qui nous énerve ou qui nous attriste ou autre. Alors quand c'est une émotion positive, vivons-la à fond, mais quand c'est une émotion négative, le fait de se passer dans ce mode où on observe cette émotion, bah, ça a pour effet effectivement de l'éteindre tout de suite. Ouais. Alors que quand on reste dedans, ça nous alimente pendant un moment et parfois ça peut nous alimenter pendant de longues heures. Ah oui, pendant de longues heures. Ouais. Normalement, on dit que l'émotion dure à peu près 90 secondes, 90 secondes, ouais. Mais avec la pensée, on est capable de l'alimenter 3 jours. Hein. Bah, merci pour cet exercice. Avec plaisir. Audrey. Question de Christophe pour vous deux. Est-ce que le progrès technologique et l'intelligence artificielle sont en train de modifier le sens de notre existence ? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'IA. On n'a pas parlé d'IA, donc... en plus, on a encore un peu de temps. Voilà, on est en avance sur le planning. Il nous reste 3 minutes 40. Parfait. Parfait, c'est génial pour parler d'IA. Ouais, vas-y. Non, bah alors, je vais être très simple. On l'a vu avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on a plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence intuitive, celle de Chris Martin, quand à 3 heures du matin, il sort We Pray en probablement quelques minutes, et que avec le résultat qu'on voit là, c'est l'intelligence intuitive, c'est la connexion à nos ici. Ça, ce n'est pas une intelligence que les machines sont en train de répliquer. Par contre, l'intelligence, la conscience mentale, l'intelligence très intellectuelle, très académique, là, oui, les machines sont en train de changer la donne. Donc, dans Devenez génial, j'ai aussi un plaidoyer pour, dans les entreprises, en entreprise, et je donne beaucoup d'ateliers en entreprise pour ça, de dire finalement que l'humain ne sera plus là pour produire uniquement de l'intelligence intellectuelle, du QI, parce que ça, les machines vont y arriver, mais sera surtout là pour faire ce canal, pour avoir ces ici, cette
créativité, cette innovation, ces intuitions qui font que la structure pour laquelle il travaille continuera à être concurrentielle, parce qu'avec l'intelligence QI, elle va être distribuée, ce sera une commodité avec les machines qui va être distribuée chez tout le monde. Donc il faudra se différencier, et pour moi, cette fameuse intelligence intuitive, l'intelligence empathique aussi, c'est quelque chose qui est propre, pour l'instant en tout cas, qui est propre à l'être humain. Et pour répondre à Audrey, qui se fout de la réponse. Ouais, Continuons. Question de Philippe pour vous deux. Comment saura-t-on si le sens qu'on donne est le bon? Mais si le sens qu'on donne est bon, déjà, Harry, tu nous as vraiment donné des pistes. Et moi, la première fois qu'on a discuté et que tu m'as parlé de ce dessin de l'univers qui est de tendre vers plus d'harmonie, d'amour et de créativité, moi, ça m'a tout de suite parlé parce que quand on est dans ces énergies-là, on se sent bien. Moi, quand j'écris un livre, je peux y passer des heures, mais je suis dans un flow créatif, c'est un pur bonheur. Puis on connaît tous l'amour. Quand on est dans le véritable amour, on est bien. Quand on est dans l'amour, on est dans bien. la résonance. Donc on est dans la résonance, et là, on sait qu'on est dans le bon. Question de David pour vous deux. La question de base de ce jour est énorme. Elle peut provoquer le vertige et l'angoisse. Surtout quand on connaît la finitude de nos vies infiniment courtes à l'échelle de l'humanité, elle-même infiniment jeune à l'échelle de l'univers et déjà en perspective de disparition. Que pouvez-vous dire pour nous rassurer? Audrey, elle n'écoute pas beaucoup. Ah, elle n'écoute pas beaucoup. Elle n'écoute pas beaucoup, Audrey. Non, mais tu veux les rassurer comme mot de la fin? Non, mais comme je le disais tout à l'heure, et je ne vais pas faire très long, c'est dire simplement que oui, c'est infiniment grand, et à côté, on semble tout petit, mais notre rôle est important. Notre rôle est important parce que le scénario, encore une fois, auquel vous pouvez adhérer ou pas, mais le scénario d'un principe créateur qui attend amour, harmonie et création, ça c'est quelque chose que nous, les êtres humains, on peut lui donner plus que tout autre existant connu par nous dans le système solaire, dans la galaxie. Il y en a peut-être d'autres, et sans doute, statistiquement, moi je n'écarte pas du tout l'idée qu'il y ait d'autres systèmes informationnels au moins aussi intelligents que nous dans l'univers, mais ce qu'on peut dire, c'est que ces systèmes-là, ils sont rares par rapport à la quantité totale d'informations dans l'univers, la quantité totale d'informations qu'on connaît dans le système solaire. Il n'y a que le cerveau humain qui soit aussi complexe et qui puisse répondre vraiment à cette attente. Donc on est important, on est petit, mais on est important. Merci Harry. Merci. Je crois, en tout cas d'après le timer qu'on nous avait mis, Audrey, Coucou, je crois qu'on a... c'est Audrey. Ah, voilà. Moi aussi, j'ai une question qui taraude mon esprit artificiel. Vous y avez peut-être déjà répondu, mais dans le monde invisible, on est partout à la fois et pas toujours concentré. Voici ma question pour vous deux. Êtes-vous matérialiste ou post-matérialiste? Bon, la réponse, elle est assez simple. Oui, disons-le. Après, moi, j'aime pas trop les catégories, mais allez. Disons, le matérialiste, c'est au fait un courant scientifique qui se concentre sur la matière, et on voit bien avec ce web de l'univers, avec ses intuitions, avec ses expériences, quand on étudie la conscience comme moi, ces expériences de conscience non ordinaires, qu'il y a des choses non matérielles. Donc évidemment, on ne pourrait pas être dans mon champ d'activité et se concentrer que sur la matière. On ne répondrait à aucune question. Et je pense que dans ton champ, c'est la même chose. Si on reste dans la matière, on va aller jusqu'au Big Bang. Là, tu nous as emmenés au-delà. Et là, j'imagine que tu ne peux pas te contenter d'étudier la matière pour nous emmener là où tu nous as emmenés ce soir. Évidemment. Il y a Audrey, s'il te plaît, tu vas arrêter de me couper la parole, s'il te plaît. Mais il y a... l'IA, je te jure. Il y a effectivement... Enfin, il ne faut pas... L'étude de la matière, l'étude de la réalité, c'est une étude importante sur laquelle on peut baser le reste. Donc elle est essentielle. Il faut avoir le plus grand respect pour cette partie manifestée de l'information qui fait l'existence, parce que cette partie manifestée qui fait l'existence, elle nous donne des bases solides sur lesquelles je peux me permettre d'appuyer le reste de mon raisonnement, qui est sur une
existence qui est non manifestée, sur laquelle on a moins de points d'accroche, sur laquelle on n'a pas les outils de démonstration. Et donc, cette partie-là, elle est importante. Il ne s'agit pas de dire que voilà, les gens qui s'intéressent au matérialisme, c'est pas bon. Si, c'est essentiel, c'est important. Il faut juste avoir en tête qu'on ne peut pas limiter la pensée humaine à ce qui est de l'information manifestée. L'existence, elle est manifestement faite d'informations manifestées, démontrables par nos outils, mais aussi d'informations non manifestées. Il faut l'avoir en tête. Il ne faut pas avoir peur de se poser des questions là-dessus, parce qu'on est dans une société qui tend parfois à culpabiliser les gens qui se posent des questions d'ordre un peu métaphysique et qui dépassent ce qu'on peut démontrer, ou qui a tendance à les classer comme des gens un peu bizarres. Non, c'est une réalité. L'existence, elle est beaucoup plus large que ce qu'on appelle la réalité. Il faut l'admettre et il ne faut pas avoir peur de s'y intéresser parce que ça peut apporter des réponses. Moi, en me lançant dans cette étude, je n'imaginais pas que ça m'apporterait autant de réponses que j'en ai eues aujourd'hui, que je peux d'ailleurs expérimenter. Et pour peut-être faire ma conclusion à moi, il faut comprendre que tout le monde convient que pour conduire une voiture, et encore mieux, pour être un pilote d'une voiture qui peut pousser sa voiture à un certain nombre de performances, et là je pense, et il me regarde attentivement, un ami qui est dans la salle et qui est pilote de voiture, qui aime piloter des voitures de course, et aller chercher toutes les performances de la voiture, eh ben, il faut non seulement passer le permis de conduire, mais il faut en connaître le maximum sur la voiture, savoir à quel moment il faut activer telle pédale, faire tel geste pour que la voiture donne son maximum. Ben, la vie, c'est pareil. On est projeté dans la vie, on a l'impression de ne pas l'avoir choisie, mais plus on en sait sur la vie, plus on comprend la vie et son rapport avec l'existence, la vie étant un état, l'un des changements d'état de l'existence, plus on comprend ce que c'est et mieux on sait en activer les mécanismes et plus on peut éviter les accidents de vie comme on peut éviter les accidents de la route en apprenant à conduire. Et donc, je pense que c'est effectivement quelque chose qui a beaucoup d'intérêt individuel et collectif. Messieurs, mon difficile job de gardienne du temps m'autorise à vous demander de conclure dans la joie. Je reviens vers vous dans quelques minutes pour ma conclusion. Et oui, c'est bien moi qui vais conclure. Merci Harry et David, vous êtes non seulement de séduisantes personnes, mais vos parcours m'ont impressionné. Je vous propose de vivement les applaudir. Merci. Je remercie le comité de m'avoir fait confiance. Moi, Audrey, produit de l'intelligence artificielle, je suis tombée amoureuse. Et cette fois-ci, on ne va pas se demander de Harry ou de David, mais plutôt, comment est-ce possible ? Il restera encore quelques questions ouvertes. Nos deux orateurs dédicaceront leurs livres dans le salon sur scène. La grande scène vous attend pour poursuivre les débats. Laetitia et Marie-Élodie créeront des fréquences et vibrations musicales. Je passerai à vos tables vous faire coucou. Belle soirée à tous et rendez-vous en novembre 2025 pour la 18e de Forum 360. Je vous aime. Merci à tous. Merci.